j'ai décidé de tout vendre. Et cette décision n'a presque rien à voir avec le Japon finalement. Parce que même si j'étais restée en France, j'aurais fait exactement la même chose. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Ces derniers temps, j'ai commencé à annoncer à mon entourage que je partais vivre au Japon et que je vendais finalement tout ce que j'avais. Alors ça fait très mélodrama quand je dis je vends tout ce que j'ai. Quand je dis je vends tout ce que j'ai, je parle de vraiment des grosses choses matérielles. C'est-à-dire, en l'occurrence, mes 2 appartements, ma voiture et tout ce que je considère d'encombrant physiquement et mentalement. Parce que je suis arrivée à un stade de ma vie où je suis en train de déconstruire mes 10 dernières années, sans les renier, mais vraiment parce que j'ai besoin de vivre autrement. Et j'ai surtout besoin de vivre enfin comme ça me correspond à moi. Quand les gens parlent de moi en général, ce qui revient souvent, c'est Ah là là, on a du mal à te suivre. Hello, t'en es où en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? T'es toujours infirmière? Ah non, peut-être que t'es assistante maternelle. Ah non, peut-être que t'es partie vivre là. Mais tu vis où en ce moment? parce qu'effectivement, je suis très... Au-delà du fait que j'ai un léger TDAH, on va pas se mentir, hein. Au-delà de ça, je pense que j'ai toujours eu une âme nomade. J'ai toujours eu ce besoin de bouger, de changer. Même en étant petite, quand j'étais chez mes parents, dans ma propre chambre, pour avoir l'impression de mouvement, je changeais les meubles de place tous les 6 mois. Au moins une fois par an, ça c'est sûr. Je changeais les meubles de place parce que ça me donnait l'impression de renouveau. Donc ça a toujours été en moi en fait. Sauf que j'ai passé ces 10 dernières années à vouloir rentrer dans des moules qui n'étaient pas les miens, à vouloir rentrer dans des cases qui n'étaient pas les miennes. Et je sais pas à vous, mais c'est extrêmement fatigant, physiquement, mentalement, psychologiquement, intellectuellement, tout ce que tu veux. C'est fatigant. C'est fatigant de prétendre être quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je pense que ça ne dure jamais très longtemps. Donc je vais vous parler un peu du point de départ, parce que quand on en arrive au point de vouloir vivre plus légèrement, plus simplement, etc., ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en 3 mois. Il y a plein de vidéos qui circulent sur YouTube, sur le minimalisme, sur les méthodes à la Marie Kondo, etc. Je les ai achetés, ces livres, j'en ai acheté 2. Voilà. Non. J'ai lu Marie Kondo, j'ai suivi sur YouTube aussi, il y a 2 mecs là, je me rappelle même plus de leur nom. Mais j'en suis revenue de toutes ces personnes-là parce que, typiquement Marie Kondo, qui prône le minimalisme, et c'est très bien, il n'y a pas de souci. Bon, c'est la première à quand même avoir fait un sacré business autour de ça, qui a même son site où vous pouvez acheter des objets, mais en conscience. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même un conflit, je sais pas. À l'époque, je suivais aussi une nana, une Canadienne, québécoise, je vais pas citer le nom de la chaîne, qui revenait de beaucoup de dettes et qui expliquait dans ses vidéos comment elle était devenue frugale et comment elle avait effacé ses dettes en devenant vraiment minimaliste. Elle te faisait la liste vraiment de tout ce qu'elle n'achetait plus, etc. Donc elle n'achète plus de magazines, plus de livres, plus de ceci, plus de cela. Très bien. Sauf que quelques années après, quand ça a commencé à bien fonctionner pour elle, mais devine ce qu'elle a fait des livres. Et du coup, bah là, la personne qui te dit qu'elle achète plus de livres, bah, se met à faire des livres, à écrire elle-même des livres. Du coup, faut bien les acheter, ces livres. Tu vois? Je trouve ça contradictoire. C'était une petite parenthèse. D'où je pars. Il faut savoir qu'il y a quelques années, en 2018 précisément, j'étais madame, ah non mais il faut absolument être propriétaire, vraiment. Louer, c'est gaspiller son argent, c'est jeter l'argent par les fenêtres, c'est donner de l'argent à un proprio, bla bla bla. Il faut acheter, c'est investir dans la pierre, non, ni non, non. J'étais cette personne. J'en suis revenue, oh là là, j'en suis revenue à l'heure d'aujourd'hui. Si là tu me dis, ah, tu me conseillerais d'acheter, mais je te dis non. Je te dis non. Je pense que devenir propriétaire, ça va avec un mode de vie. Il y a eu un moment donné où j'ai pris cette décision, mais cette décision-là, elle n'a pas été prise de manière pragmatique, elle a été prise vraiment sous le coup de l'émotion, sous le coup de la peur surtout. Et les décisions prises par peur, pour moi, ce ne sont jamais vraiment des décisions rationnelles.
par définition, la peur et le rationalisme, pour moi, c'est un petit peu opposé. Avec du recul, vraiment, toutes les décisions que j'ai prises par peur, c'est des décisions que j'ai prises parce que à ce moment-là, je pensais que c'était des bonnes décisions. Mais avec du recul, c'était clairement pas les décisions les plus raisonnées. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, est-ce que je regrette d'avoir acheté? Pas du tout. Parce que je vais certainement pas cracher dessus, puisqu'à l'heure qu'il est, ça m'a quand même permis de faire une petite plus-value. Ça me permet quand même de pouvoir mettre ses sous de côté. Donc je vais pas cracher dessus. Je dis pas, bouh, j'aurais jamais dû faire ça. Bien sûr que non. Ce que je dis, c'est que je l'ai fait, mais que je ne le referai plus. Tu vois? C'est pas pareil du tout. Donc à cette époque, je sortais d'une séparation slash divorce. Je vivais un petit peu la Dolce Vita où voilà, j'étais avec quelqu'un qui gagnait très bien sa vie. Donc à aucun moment je me suis dit oh mets de l'argent de côté quand même, sécurise un minimum. Non, j'étais dans mon monde féerique. Sauf qu'on s'est séparés et je me suis retrouvée du jour au lendemain littéralement sans rien. C'est-à-dire qu'on était en expatriation à ce moment-là. J'avais tout quitté, donc quand on s'est séparés, je suis revenue, donc on était mariés, j'avais plus mon nom, j'avais plus de travail, j'avais plus d'amis puisque j'étais vraiment partie, hein. Toute ma famille était déjà aux Antilles, j'avais pas de voiture, vraiment je suis revenue en France, j'avais littéralement rien. Et je pense que ça a été un choc et je me suis démenée entre cette séparation et cet achat, il s'est passé 2-3 ans, où je me suis dit, il faut absolument que je me sécurise. Et pour moi, à ce moment-là, me sécuriser, c'était avoir un pied-à-terre qui était à moi et qui, peu importe où j'allais, était mon point d'ancrage. Et c'était dans cet état d'esprit-là que j'avais acheté à cette époque-là. Quand j'ai acheté, j'y ai vécu un peu plus d'1 an. Et finalement, au bout d'1 an et 4 mois précisément, j'ai eu besoin de bouger. J'ai eu besoin de bouger, donc finalement, je l'ai mis en location. Et à partir de là, j'ai passé quasiment 2 ans à habiter ci et là. Donc vous voyez qu'au final, je me suis acheté une petite maison, mais en plus vraiment qui c'était ma petite tiny house, un petit 30 mètres carrés, c'était parfait, justement pour pas encombrer. Et au final, j'arrivais pas à rester dedans. Et je me suis posé des questions pendant un moment à me dire, mais pourquoi je n'arrive même pas à rester tranquille chez moi? Je l'ai acheté, c'est chez moi, je l'ai meublé à mon goût. J'arrivais pas à rester dedans. Et j'y ai pas revécu plus de 6 mois après ça. Je crois que j'y suis retournée, ouais, l'histoire de 2-3 mois. Et j'ai pas pu rester dedans, quoi. Et j'ai fini par comprendre enfin l'année dernière que c'était comme ça que j'étais en fait, tout simplement, que j'ai besoin de pas me sentir physiquement ancrée à un lieu, puisque l'ancrage, il est en moi, je suis ancrée en moi-même, je suis ancrée avec ce que je suis, avec ce qui m'inspire, avec ce qui m'aspire, et que un bien immobilier, pour moi en tout cas, n'avait pas forcément cette force. La preuve, c'est que je l'ai eu, ça m'a sécurisé un temps, et puis très vite, je me suis dit, mais en fait, mais non, en fait. Alors que vraiment, cette petite maison, je l'ai aimée, hein, je l'ai vraiment aimée, mais je n'arrivais pas à rester dedans. La même année, j'ai acheté un studio pour le mettre en location, donc je l'ai mis en location. C'est quand même 2 biens, mine de rien, parce que quand vous êtes propriétaire, c'est ça aussi la réalité. On dira ce qu'on veut, c'est que, ah oui, hein, tu payes un crédit en plus, donc sur ce crédit, tu payes des intérêts, donc tu payes quand même pas mal d'intérêts, tu donnes beaucoup d'argent à la banque. Et là, je parle même pas de la taxe foncière, je parle même pas des assurances, je ne parle même pas de quand il y a des travaux à faire dedans, eh ben il faut les payer. C'est plein de petits frais, mine de rien, qui, mis bout à bout, ben, représentent quand même une petite somme, n'est-ce pas? Donc si on veut vraiment être pragmatique et logique, là, j'ai fait une petite plus-value, mais si je dois déduire tous les frais que j'ai fait ces 6 années où j'ai eu ces 2 biens, bon, je pense que voilà, la plus-value que j'ai là, elle est pas, c'est pas la vraie plus-value. Donc encore une fois, acheter, c'est pas mal en soi, c'est juste votre pourquoi. Pourquoi, à un moment donné, vous vous dites, je vais être propriétaire. Si ça a un sens vraiment personnel, mais moi, de mon expérience, les décisions que j'ai prises quand j'ai décidé d'acheter, c'était pas des décisions. C'était des décisions prises, encore une fois, sous le coup de l'émotion et sous le coup de la peur, et c'était pas forcément, encore une fois, des bonnes décisions. Même si, je le répète, je ne crache pas dessus. Encore une fois,
Je ne regrette pas d'avoir acheté. Je ne rachèterai plus, ça c'est sûr. Enfin, non, je rachèterai plus, non. Ces biens-là, j'ai fini par les mettre en location. Et même quand tu mets en location, le studio là dans lequel je suis actuellement, il est resté 5 ans loué à une locataire quand je l'ai récupéré. Mazette. Voilà, parce qu'il y a des gens pas très précautionneux et ouais, il était pas en super bon état. Donc, ben des frais. Alors, il y a le dépôt de garantie, mais un dépôt de garantie, quand tu as 1 mois ou 2 de dépôt de garantie et que tu as quand même des travaux assez importants à faire, ça ne couvre pas. Ça ne couvre pas. Donc, c'est du souci, c'est du ceci, c'est du cela. Quand tu as ton ou ta locataire qui t'appelle, oui, il y a le frigo qui fonctionne plus, parce que je le louais en meublé. Oui, il y a la machine qui fonctionne plus. Oui, il y a ci, oui, il y a ça. Donc là, quand j'annonce aux gens que je pars au Japon et que je vends tout, et franchement, je crois qu'il y a 80% des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu les gardes pas? Tu les mets en location? Je dis, non, mais les gars, vous croyez que vraiment j'ai envie de me prendre la tête avec ça? À 14 heures de vol d'avion, tu crois que j'ai envie de me prendre la tête avec la gestion d'une location? Non. Et ne me parlez même pas de déléguer la gestion à une agence. je vais même pas développer. Hors de question. Hors de question. Hors de question. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, le studio est vendu. Donc là, officiellement, je suis locataire. Merci. Merci. Tu vois ce sourire, c'est pas un fake, c'est vraiment, ça me met en joie. L'autre maison, la petite maison, c'est en cours. Passons à la voiture. La voiture, je l'ai revendue, pareil. Donc, j'étais en libéral jusqu'à fin décembre. Donc, clairement, la voiture, je l'avais achetée vraiment pour le libéral. À la base, j'avais une petite Corsa de 2000. On va pas se mentir, c'était pas hyper confortable. Surtout que, voilà, quand t'es en libéral, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors de la voiture. La voiture était très basse. C'était pas l'idéal. J'avais quand même très mal au dos, enfin voilà. Donc j'ai changé de voiture, j'en ai acheté une un peu plus confortable pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et du coup, j'ai fini le libéral à la fin de l'année. Ça n'avait plus de sens d'avoir cette voiture. Et surtout, je ne voulais pas me mettre en difficulté à quelques jours du départ de me retrouver encombrée avec cette voiture. Et il était bien évidemment hors de question que je garde la voiture, que je la parque quelque part. Pour faire quoi? Pour continuer à payer une assurance sur un véhicule que je roule pas? Aucun intérêt. Donc là où je veux revenir aussi avec ces objets, c'est que vous voyez cette voiture, à partir du moment où dans ma tête je savais qu'il fallait que je la revende dès que j'avais fini libéral, c'est devenu ultra stressant parce que en voiture, vraiment, clairement, je suis pas très précautionneuse. J'ai gardé beaucoup de petits réflexes parisiens, on va dire. Donc quand je me gare, j'en ai rien à faire de buter sur un truc. Clairement, voilà, j'en ai rien à faire, des rayures sur la voiture, je m'en fous complet. Sauf que pour la revendre, il fallait quand même que je fasse attention. Donc me voilà, les 3 derniers mois là, à être hyper stressée quand je conduisais parce qu'il fallait pas qu'il y ait une rayure. Ça n'a pas loupé, j'en ai fait plein. En 3 mois, maman, j'ai fait autant de rayures que si j'avais pu en faire sur toute une vie. Résultat des courses, quand j'ai revendu la voiture, évidemment, je m'y attendais. L'acheteur a négocié en disant « Oh là là, il y a des rayures ». J'ai même pas bataillé parce qu'effectivement, voilà, il y a des gens qui... La voiture est en très bon état mécanique, moteur, tout ça, pas de souci. Mais à l'extérieur, il y avait des grosses rayures. Ben, j'ai baissé le prix, voilà. Et en soi, c'est juste. Mais tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu achètes un objet qui vaut tant, il a perdu quasiment, je l'ai vendu quasiment, ouais, 30-40% de moins que ce que je l'avais acheté en l'espace de 3 ans. Voilà, vous voyez un peu la valeur des choses. C'est pour ça que, au-delà de ça, même si j'étais pas partie au Japon, j'aurais de toute façon tout revendu. Parce que je trouve que la valeur des choses, vraiment, ça veut plus dire grand-chose. Je vais vous donner un autre exemple avec un objet beaucoup moins onéreux. J'ai acheté une couette 4 saisons à Action, il y a là l'année dernière. 25 €, d'accord? Toute neuve. 20 ou 25 €, je sais plus. Toute neuve, je ne l'ai jamais utilisée, toujours dans son emballage, hein, d'accord? Elle est sortie du magasin, sauf que j'ai passé le délai pour la ramener, donc je la mets sur le bon coin pour la revendre. J'ai mis un prix qui me semblait raisonnable, c'est-à-dire 15 €, sachant que je crois vraiment que je l'ai acheté 25 €. 15 € pour une couette toute neuve, donc vous voyez que j'ai déjà enlevé 10 € sur les 25 pour un truc tout neuf, mais qui est sorti du magasin.
Et on me l'a négocié à 12. Donc, tout ça pour dire que dès que la chose, là, peu importe ce que tu achètes, sort du magasin, elle vaut déjà plus le prix que tu l'as acheté. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Donc, ce que je veux dire aussi par là, c'est que ce travail-là, on va dire de minimalisme, voilà, c'est un mot qui est très à la mode, mais voilà, c'est comme ça. Ça se fait pas encore une fois en 1 mois ou en 3 mois. Moi, ce processus, je l'ai commencé au moins en 2018. 2018, à cette époque-là, j'avais trouvé un appartement à un prix très raisonnable que je louais, 70 mètres carrés. Et j'y suis restée un peu moins d'1 an. Et je me noyais en fait. Je trouvais ça trop grand pour moi toute seule. Et puis vous savez, le truc avec les grands espaces, c'est que plus vous avez de l'espace, plus vous avez envie d'acheter, plus vous avez envie de combler cette espèce de vide-là. Donc c'est à ce moment-là que j'ai trouvé cette fameuse petite maison de 30 mètres carrés où je ne pouvais pas mettre plus que l'espace qui m'était alloué. Donc j'ai commencé à réduire un petit peu mes possessions. Alors je dis pas, hein, il y a eu des rechutes, clairement. J'ai racheté des trucs, j'ai revendu, j'ai donné. Donc ça a fait voilà au moins 5 années là de va-et-vient, d'essais, de tentatives. Et ça a été vraiment très global, autant sur les choses matérielles que sur même d'un point de vue digital. Souvent, je me retrouve à faire aussi un peu de tri dans mes applications sur mon téléphone. Et je fais le lien avec ce besoin que j'ai de bouger, tout simplement, de ce besoin d'être nomade. Ma définition de la vie de nomade, c'est au-delà du fait d'être léger d'un point de vue matériel, mais c'est aussi physiquement, mentalement. Moi, je suis très compartimentée, c'est-à-dire que j'ai des tiroirs dans ma petite cabesse là. J'ouvre, je règle, je ferme. Terminé. Quand ça reste ouvert, c'est en arrière-plan. Tu sais, les arrière-plans là qu'il y a dans des ordinateurs, c'est pareil, ça reste en arrière-plan. Et même si j'y pense pas tous les jours, c'est quand même là. C'est quand même là en arrière-plan. Et ça grignote, ça grignote, ça grignote. Et c'est ça en fait que je suis en train de régler là pour démarrer une nouvelle vie à 40 ans. C'est hyper symbolique pour moi, certes. Mais c'est hyper important parce que j'ai décidé que mes 10 années à venir là, c'était vraiment un volte-face. Et ça passe par devenir enfin moi, en fait. Et à partir du moment où j'ai décidé d'être ce que je suis, ça passe par ça, par me libérer de tout ce qui encombre. Et ça, c'est aussi bien matériellement, psychologiquement, dans les relations aussi, parce que c'est pareil. Connaître beaucoup de gens, c'est connaître personne. Facebook et les réseaux nous ont quand même beaucoup pervertis et je le vois beaucoup avec Facebook. C'est-à-dire que quand les gens, vous êtes amis sur Facebook, ils se figurent que l'amitié, voilà, t'es ami sur Facebook, c'est que t'es ami dans la vie. Parce que les gens te voient sur Facebook, ils se disent c'est bon, j'ai des nouvelles, ça suffit. On prend même plus le temps d'appeler les gens, de se dire tiens, comment va cette personne. Donc moi sur Facebook, j'ai même enlevé des personnes avec qui je suis amie dans la vie, attention. Et que je connais, parce que je voulais vraiment le garder pour tout ce qui est groupe Japon, pour le coup. Parce que pour ça, je trouve ça très intéressant. Mais je pars du principe que si les gens veulent de mes nouvelles, ils en demandent, quoi, tout simplement. Et que les gens qui prennent mal le fait que je les enlève de mes amis Facebook, s'ils le prennent mal, c'est qu'ils ont, à mon sens, pas compris, en tout cas, mon sens de l'amitié. C'est-à-dire que je suis amie avec toi dans la vie, je suis pas amie avec toi sur Facebook. C'est virtuel, Facebook. C'est virtuel. Bon, j'avais fait tout un plan pour cette vidéo. Je suis partie un petit peu dans tous les sens. Bienvenue dans mon monde, je suis un feu d'artifice. Voilà, je voulais quand même parler de ça. Et je vais faire d'autres vidéos sur mon côté minimalisme. Vous allez suivre la suite des événements jusqu'à mon départ de toute façon. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est très sympa. Vous abonner accessoirement si le cœur vous en dit. Et je ferai d'autres vidéos sur ce sujet, du nomadisme, du minimalisme, de cette nouvelle vie au Japon, tout ça ne fait que prendre sens. Vous voyez, plus j'en parle, plus ça prend sens et plus j'ai envie de le partager. Donc j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Matane.